BFM Business. Inside, avec Karine Vergnol et Guillaume Paul. Alors oui, on vous racontera ça. Il y a eu beaucoup de publications d'entreprises aujourd'hui, de grandes entreprises, notamment sur le CAC 40. Mais c'est surtout le secteur des télécoms qui a fait parler aujourd'hui avec publication le même jour d'Orange et de Bouygues, Karine, aujourd'hui. Eh oui, et nos reporters y étaient. Simon Tenenbaum, bonsoir. Bonsoir. Mathieu Pechberti, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons également avec nous l'expert Stéphane Dubreuil, bonsoir, président de Stalich. Alors, Bouygues et Orange ont ouvert le bal des résultats annuels dans les télécoms avec des publications plutôt solides. Ça va plutôt bien pour eux, Simon. Oui, Bouygues et Orange, c'est des opérateurs qui vont bien en ce moment, qui étaient en forme tout au long de l'année 2018. Ils ont tous les deux gagné encore près de 200 000 clients au quatrième trimestre. Tous les indicateurs sont vraiment verts chez Bouygues Télécom. Chez Orange, la croissance est un peu plus faible. La direction met en avant notamment la guerre des promos, l'intensité concurrentielle. Ce sur quoi les deux états-majors des deux opérateurs sont d'accord, c'est qu'il n'y a pas eu d'effet Freebox Delta, c'est ce qu'ils disent, et ça laisse penser effectivement que Iliad ne sort pas, n'a pas encore réussi à sortir de la mauvaise passe qu'il traverse en ce moment. Iliad a perdu près de 300 000 clients sur les 9 premiers mois de l'année 2018. On aura les résultats d'Iliad un peu plus tard au mois de mars. Et autre élément qui n'a sans doute pas joué en faveur d'une remontée du titre Iliad aujourd'hui, c'est que du côté de chez Bouygues comme du côté d'Orange, on a plutôt indiqué que la consolidation tant attendu dans les télécoms était plutôt mal parti. Je vous donne les quelques phrases. Le niveau d'espoir sur une consolidation a baissé, c'est ce qu'a dit Stéphane Richard. Tandis Donc ça, c'est chez Orange. Chez Orange, le patron d'Orange, Martin Bouygues, lui, affirme n'avoir aucune discussion sur le sujet. On était raccord sur le sujet, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est tout à fait raccord sur le sujet. Stéphane Dubreuil, donc ça veut dire que la consolidation, c'est plus pour tout de suite, on n'en parle plus du tout, ou on va voir? Alors effectivement, statistiquement, elle est un peu moins dans les starting blocks, sauf que on n'a pas les résultats de Free, on n'a pas les résultats d'SFR. Je rappelle qu'SFR a une dette de 15 milliards, que son enjeu à lui, c'est de sortir des cash flows pour rembourser sa dette, et que si, vu ce qui est en train de chuter, les résultats sont mauvais, ça veut dire qu'SFR sera fragilisé. Donc on peut s'attendre peut-être, je rappelle, on a une fenêtre de tir de 6 mois pour la négo, soit ça se fait là, soit après on passe à l'année prochaine. Effectivement, aujourd'hui, il y a un flou, tout le monde dit que personne ne se parle, mais... Pourquoi vous parlez de fenêtre de quelques mois là? En fait, c'est lié à c'est réglementaire, c'est l'ARCEP qui interdit, quand on négocie des fréquences, de discuter. Ah oui. Donc jusqu'à décembre, on a donné des fréquences, là il n'y en a pas, puisque la 5G c'est en juin. Donc pendant cet intermède, ils ont le droit de se parler, c'est-à-dire ils ont le droit de parler de consolidation. Passer les délais, c'est terminé. Ça a même été repoussé en novembre. Alors peut-être non. Voilà. Donc tant qu'il n'y a pas de licence, ils ont le droit de discuter ensemble, etc. Donc là, la fenêtre de tir, elle est ouverte, je dirais, d'un point de vue régulatoire. Après, il y a l'enjeu financier et l'histoire d'hommes. Et donc effectivement, le maillon faible pour vous, alors c'est Free ou c'est SFR ou c'est les deux? Je ne sais pas si je peux répondre comme ça directement. Je voudrais juste dire quelque chose qui est intéressant, c'est... En fait, on se rend compte qu'avec l'arrivée de Free en 2012, ça a perturbé les 4 opérateurs. Tout le monde a été, surtout les 3 autres. Ce qui vient de se passer, ce qu'on voit depuis quelques mois, voire quelques années, c'est qu'Orange est en dehors de la bataille. C'est-à-dire que mois après mois, il sort quand même une croissance, il capte des clients. Si on regarde bien, même si elle est un petit peu moins bonne qu'espérée, en fait, il n'est pas du tout touché. En fait, la bataille se joue entre les 3. Donc en fait, chaque mois, chaque trimestre, on va dire, un coup c'est Bouygues, un coup c'est SFR, un coup c'est Free. De toute façon, Orange ne peut pas être partie prenante d'une consolidation du marché des télécoms. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans aussi, ils ont osé le faire. Oui, ils ont osé le faire. Mais maintenant, ils le disent, maintenant on pourrait pas... Oui, ils reconnaissent que c'était totalement impossible, mais tout le monde est rentré quand même dans le jeu là à l'époque. Donc maintenant, si ça se faisait, la question c'est comment et avec qui toujours. Mathieu Pechberti, vous avez discuté avec Monsieur Bouygues ce matin, vous avez plus d'infos sur le sujet, quel est votre ressentiment? J'ai pas de scoop. Non, ce qui est intéressant de voir, c'est les rapports de force tactique des uns et des autres. Orange, très franchement, sortons-le de la discussion. Stéphane Richard, c'est un peu l'arbitre de Roland Garros qui regarde les balles passer. Bon, il fera en sorte de fluidifier le jeu, mais rien de plus. Effectivement, Martin Bouygues, ce matin, il se met clairement dans la position de celui qui va bien, de celui qui veut acheter une entreprise, qui n'a aucune envie de vendre la sienne. Donc lui, il attend qu'on vienne le voir éventuellement, ou en tout cas que d'autres opérateurs soient prêts à se vendre à lui. Il en reste donc 2.
Moi, par principe, je pense qu'il faut quand même regarder beaucoup ce que vous disiez, c'est-à-dire les hommes et qui sont en face. Enfin, ça fait 5 ans qu'on répète la même chose, mais donc on va le répéter à nouveau. Je vois pas un homme comme Xavier Niel, fondateur, patron de Free, enfin actionnaire de Free, se vendre à Bouygues Télécom. Ça, c'est absolument impossible. Une alliance entre SFR et Free, franchement, est extrêmement complexe en termes de concurrence. Ça avait déjà été regardé il y a plusieurs années. C'est très compliqué. Donc on revient sur l'éternel scénario SFR-Bouygues qui avait été un petit peu discuté l'an passé. Et en fait, la question, c'est est-ce que le propriétaire de SFR est prêt à vendre? Est-ce que Patrick Darey est prêt à vendre? Évidemment, lui dit que non, il ne va pas dire que oui. On a le sentiment quand même que s'il y en a un qui serait le plus prêt à vendre, ça serait lui. Mais de toute façon, on sait que ça serait à un prix extrêmement élevé. Et chez Bouygues, ils n'ont pas l'habitude de payer des prix très élevés. Bref, on tourne en rond et en fait, on continue de tourner en rond. Martin Bouygues et Patrick Drahi se sont parlé très rapidement récemment. Oui, ils nous ont raconté. Ce matin, ils nous racontaient qu'il y avait eu une entrevue extrêmement rapide il y a quelques mois. Encore plus rapide que les négociations sur le chômage. Informelles, sur lesquelles ils n'étaient d'accord sur rien. Voilà. Donc à partir de là, c'est quand même compliqué. Dans le secteur, chacun se renvoie la balle. Donc maintenant, c'est SFR qui aura ses résultats dans quelques semaines et on verra ce que SFR dira, on en est là. Simon, c'est quand la date des prochains résultats SFR, Alti et Iliad, c'est le 19 mars, je crois. SFR, je ne sais pas. Donc on a encore un petit peu de temps donc pour voir tout ça. Stéphane Dubreuil, juste un mot quand même aussi. L'autre grande question sur le secteur des télécoms, c'est Huawei. Oui. Justement, vous parliez de la 5G tout à l'heure. On sait qu'après le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne indique qu'elle ne fermera pas la porte aux Chinois pour son réseau 5G. Ça aussi, ça agite le secteur. Alors ça agite le secteur et même les gouvernances en général des pays, puisque c'est beaucoup plus loin que juste une histoire de réseau et de techno. Ça agite tout le monde. Pourquoi? Parce que on est en train d'imposer à des opérateurs nationaux des fournisseurs. Faut le dire clairement, parce que sinon on est en train de dire, vous prenez de toute façon Ericsson, Nokia, vous n'avez pas vraiment le choix et vous allez payer 30% de plus. Tout le monde le sait. À partir de ce moment-là, quand vous imposez cela pour une raison de sécurité nationale, vous êtes obligé de renvoyer la balle quelque part. Donc qu'est-ce qui est en train de se passer? Tout le monde est en train de dire, mais attendez, nous on n'est pas d'accord, il n'y a pas vraiment de risque, etc. Mais là où c'est encore plus compliqué cette histoire-là, c'est qu'en ce moment, il y a, avec le gouvernement Trump et les Américains, une bataille économique avec la Chine et l'Europe. Si vous avez vu il y a quelques jours, Trump a dit on va taxer les voitures européennes. Pourquoi, comme par hasard, il y a 48 heures, les Allemands ont dit nous on va prendre Huawei. Parce qu'en ce moment, l'histoire, c'est un deal entre les accords commerciaux mondiaux et la 5G vient au milieu. Donc en fait, c'est un moyen de négo entre les uns et les autres. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une pression des opérateurs télécoms? Alors je crois que c'est Deutsche Telekom qui disait un petit peu sous couvert d'anonymat, mais ça a fuité il y a ça quelques semaines, que si l'Europe devait faire sans Huawei sur décision des politiques, c'était 2 à 3 ans de retard dans le déploiement des installations 5G en Europe. Retard qui pourrait être en partie rédhibitoire pour les Européens finalement. Est-ce que vous partagez ce constat ou c'était juste une manière de mettre un peu de pression sur les oui, il pourrait y avoir des retards. Je pense que c'est juste un peu exagéré. Ouais. Donc je suis pas tout à fait d'accord sur ça. Les Allemands, ils utilisent ça parce qu'ils veulent déployer très vite et ils veulent reprendre le retard qu'ils ont sur la 4G, la 3G, etc. Il y a un autre point que je voudrais souligner quand même, c'est que on parle de Huawei dans la 5G, mais si on est en train de dire qu'il y a un risque, je veux juste pas vous faire peur, mais Huawei est présent dans tous les pays d'Europe, sur tous les réseaux de tous les opérateurs, déjà sur la 4G et la 3G. La 4G, oui, aujourd'hui. Donc c'est quand même très important parce que ce qui va être décidé là, c'est la loi Pacte par exemple, qui a été retoquée par le Sénat et qui va revenir, qui est très très importante. C'est très important qu'on vérifie nos infrastructures étrangères, etc. Mais surtout, c'est celles qu'on a déjà installées. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et ça pose. Et donc, c'est normal qu'un Stéphane Richard, j'ai entendu la dernière fois, avait raison de dire on nous demande de déployer les zones blanches, on nous demande de prendre des trucs qui coûtent encore plus cher, on va prendre des licences 5G alors qu'on aura certainement les fréquences dans la réalité des faits, la 26 GHz, que dans 4 ou 5 ans. Et il y a un moment, on a un mur d'investissement, c'est là où on revient à la consolidation. Il y a un moment où... Alors, un des échappatoires qu'a l'ARCEP, c'est de dire on favorise des mutualisations beaucoup plus grandes qu'aujourd'hui, et en fait, on va imbriquer une partie des réseaux des 4 pour en fait réduire en fait l'investissement. En tout cas, Simon, juste vraiment d'un mot, ce matin, que ce soit Bouygues ou que ce soit Orange, eux, ils sont plutôt pour l'arrivée de Huawei, ils sont prêts à travailler avec oui, Huawei. Les opérateurs français... ils l'attendent. Ils l'ont redit. Pas que les Français, mais aussi les Français. Plus il y a d'équipementiers, plus il y a de concurrence, plus les prix sont bas, plus on a de choix, plus on fait ce qu'on veut. Et mieux c'est. Surtout, ils veulent le savoir le plus tôt possible parce que...
Ils ont peur aussi du serpent de mer, de changement de décision en cours de route qui obligerait à modifier des commandes. Et là, ils aimeraient bien commencer à lancer les choses. Et puis alors, il s'est passé un truc ce matin au résultat de Bouygues, Mathieu Pechberti, un vrai coup de gueule de Martin Bouygues. Et ça, c'est à signaler parce qu'on le voit rarement. Un coup de sang contre Bruxelles qui a refusé l'alliance Alstom-Siemens. Et pour cause, Bouygues détient 28% d'Alstom. D'où le coup de gueule, voilà. Oui, c'est l'autre gros dossier du groupe Bouygues. Martin Bouygues fait partie, comme beaucoup de patrons, est une personnalité discrète, mais lui encore plus discret que les autres. Et là, effectivement, il était au début un petit peu agacé, à la fin vraiment en colère quand on l'interrogeait sur la fusion, sur le rejet de la fusion Alstom-Siemens. Alors Bouygues est 28% du capital d'Alstom, et il avait prévu dans le cadre de cette fusion clairement de sortir d'Alstom. En fait, ça fait des années que le groupe Bouygues souhaite sortir définitivement d'Alstom. C'est pour ça qu'il avait vendu d'abord l'activité énergie d'Alstom à General Electric. Bon, il essaye de s'en débarrasser. Là, il avait une occasion véritablement en or pour en sortir, et à très bon prix d'ailleurs, financièrement parlant. Donc là, il a évidemment fustigé la décision de Margrethe Vestager, la commissaire à la concurrence. Il a également fortement critiqué le fonctionnement de la Commission européenne, qui fonctionnait un petit peu de manière autonome, sans contre-pouvoir politique. Et quand on lui a posé la question de savoir maintenant qu'est-ce qu'allait faire Alstom et de remettre sur la table un autre marronnier, c'est-à-dire un rapprochement éventuel, une alliance entre Alstom et son concurrent canadien Bombardier. C'est un projet qui avait également été étudié il y a maintenant 2 ans. Là, il nous a gentiment envoyé balader en disant qu'il n'en était absolument pas question pour le moment, que les conditions, en tout cas, n'étaient absolument pas réunies pour revenir devant la Commission européenne pour représenter un projet qui aurait de toute façon le risque d'être à nouveau retoqué. Donc pour le moment, c'est tout le monde rentre chez soi. On fait un peu la tête parce qu'on est déçu, mais Alstom doit revoir en tout cas ses options stratégiques pour voir ce qu'il va faire. Et en attendant, le groupe Bouygues espère quand même récupérer un petit peu de sous, puisque avec l'échec de cette fusion,